Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va commencer l'analyse par le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui a été publié aujourd'hui vendredi. Il est 16h30 au moment où j'enregistre ce podcast, donc le rapport sur l'emploi a été publié il y a à peu près 2 heures. Là, que nous dit ce rapport? Eh bien, c'est un rapport toujours solide, toujours très solide même, avec des créations d'emplois nettement supérieures aux attentes. On a eu un chiffre qui a dépassé les 200 000 alors qu'on attendait 150 000 créations d'emplois. Pour vous donner les chiffres précisément, vous avez donc un taux de chômage qui est légèrement remonté à 4%, il était à 3,9%, donc ça c'est le seul chiffre qui est un petit peu en dessous du consensus, on va dire, donc qui est un peu décevant par rapport au consensus et le taux de chômage, mais qui ne progresse que très peu, de 3,9% on passe à 4%, ce qui reste un taux de chômage très faible. Les créations d'emplois dans l'agricole, c'est 272 000 créations d'emplois, alors que le marché attendait 185 000, et le chiffre précédent a été révisé en petite baisse, mais qui ne compense donc pas la grosse surprise à la hausse pour ce mois-ci. Le chiffre précédent a été révisé à 165 000 contre 175 000 initialement, et puis aussi ce qu'on peut qualifier un peu de mauvaise surprise pour la Fed, ce sont les salaires. Pourquoi? Parce qu'on sait que aussi bien pour la BCE que pour la Fed, les salaires sont surveillés parce que vecteur potentiellement, non pas d'inflation, mais vecteur qui ralentit le retour de l'inflation à 2%. On était sur un rythme de progression des salaires précédemment qui était à 3,9%, c'était donc en rythme annuel sur la dernière publication. Le consensus attendait un chiffre similaire pour cette publication et on a eu 4,1%, donc c'est nettement supérieur au consensus. Et on apprend aussi que le chiffre du mois précédent a été révisé à la hausse, 4% versus 3,9%. Donc ce rapport, et c'est un vrai rapport solide, et du coup qui vient à nouveau troubler un peu le jeu, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous voyons sur les données sur l'emploi? Par exemple, cette semaine, on avait eu le chiffre JOLTS des emplois vacants qui était ressorti largement sous du consensus et en nette baisse par rapport au mois précédent. Donc moins d'emplois vacants, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché de l'emploi se détend un petit peu, moins d'emplois disponibles, ça veut dire que le marché de l'emploi se détend un petit peu. Et ensuite, on avait eu juste après le chiffre ADP, qui est un chiffre privé, donc, mais qui montre également des créations potentiellement moins fortes que le mois précédent. Donc ces deux chiffres, JOLTS et ADP, plus des inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on a eu hier à 229 000, donc qui était supérieur là aussi aux chiffres précédents et au consensus, on se disait, tiens, des signaux qui semblent montrer que ce marché de l'emploi se détend un peu, et le rapport sur l'emploi est ressorti vraiment vigoureux, et surtout c'est la question des salaires, je pense qu'il va poser un peu de problème à la Fed, parce que d'un côté, effectivement, le taux de chômage qui remonte, la Fed est vigilante à ça, mais on n'est pas encore sur une remontée qui est inquiétante pour la Fed, 4%, je vous invite à regarder un graphique historique du taux de chômage aux États-Unis. On reste encore très très proche des plus bas historiques. Donc il n'y a pas encore de danger sur l'emploi américain. Les créations sont encore vigoureuses, ce que nous a montré dans ce dernier rapport à 272 000 créations d'emplois dans l'agricole. Mais surtout, les salaires que l'on pensait peut-être voir, du coup, peut-être à 3,9, on les a à 4,1% en termes de progression. Et donc ça ne fait pas le jeu de la Fed, parce que ça ne lui offre toujours pas de visibilité et de schéma statistique relativement stable, indiquant une tendance, si vous voulez. Une partie des données sur l'emploi sont un peu moins fortes, certes, mais le rapport, c'est quand même ce qui compte le plus. C'est le rapport dans lequel vous avez tout, chômage, salaire, création d'emplois ou autre. Et ce rapport, on ne peut pas dire autre chose qu'il est solide. C'est un vrai bon gros rapport sur l'emploi. Donc, on a eu la réaction du marché dans la foulée. Le taux 10 ans américain, qui était à 4,28 juste avant le rapport, il est monté à 4,42 dans la foulée. C'est 14 points de base de rebond sur ce rapport. Ça montre bien qu'il a très largement surpris. La réaction initiale des marchés actions, ça a d'abord été une baisse, ça a rebondi un petit peu ensuite. Là où on se parle, on a revenu un petit peu à l'équilibre par rapport au niveau pré-rapport sur l'emploi, mais les taux restent plus élevés. Le dollar s'est aussi renforcé, donc c'est des signes qui ne trompent pas, si vous voulez, notamment sur l'obligataire et les devises. On voit que le marché, effectivement, considère ce rapport pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bon rapport. Et ça, je vous disais, ça ne facilite pas le boulot de la Fed, parce que si on regarde, par exemple, les statistiques économiques qu'on a eues ces dernières semaines, même ces 2 derniers mois, on peut dire, si on observe la période des 2 derniers mois, on a des chiffres macro-américains qui étaient globalement un peu moins bons. Sur plusieurs items, des ventes au détail, des chiffres de production, des chiffres sur l'immobilier ou d'autres chiffres macro, on a eu globalement des surprises moins bonnes. Et la Fed d'Atlanta, donc une antenne régionale de la Réserve fédérale, qui calcule stat après stat les estimations
du PIB pour le deuxième trimestre, eh bien, avait démarré ses estimations pour le T2 dans la zone des 4% de croissance, rythme annuel évidemment, mais 4% donc, au début de ses estimations pour le deuxième trimestre. Actuellement, on est revenu à 1,8%. Donc, vous voyez, on a d'un côté le sentiment qu'il y a quand même des signaux de petits débuts de ralentissement de l'économie américaine, et on s'attendait probablement plus à avoir un rapport plus faible que plus fort. Et là, ce rapport, bien, il vient à nouveau jeter un peu le trouble parce que il est costaud, mais les signaux économiques sont un peu plus faibles. Alors évidemment, l'emploi, c'est souvent la dernière variable qui s'ajuste quand l'économie ralentit. Mais on a encore un rapport qui reste très solide. Et l'autre, je veux dire, petit problème, qui n'est pas un petit problème, qui est un vrai casse-tête pour la Fed, c'est que vous avez des indicateurs avancés, notamment dans les services, ISM et PMI. Les deux dernières publications, on a eu notamment l'ISM Service cette semaine, qui a très largement rebondi par rapport au mois précédent. Le mois précédent, souvenez-vous, on était entré en zone de contraction. Et c'est ça qui nous est aussi dit, attention, l'économie, peut-être que les signaux avancés nous montrent que dans les services, ça va ralentir. Donc ça y est, la Fed arrive enfin à ralentir un peu cette économie, et donc l'inflation va suivre. Eh bien, d'un mois à l'autre, on a un ISM qui était contracté, qui là, d'un seul coup, repart à plus de 53, à 4 points de rebond, ce qui est énorme pour un indice comme l'ISM, d'un mois à l'autre. Et ça fait écho aux chiffres PMI Service qu'on a eu également quelques jours auparavant. Donc c'est deux méthodologies un peu différentes sur les deux indicateurs, mais le PMI Service avait aussi connu un rebond massif quelques semaines auparavant, quelques jours auparavant. Donc on est, vous voyez, sur des signaux. Dans les services, apparemment, les indicateurs avancés rebondissent. L'emploi tient pas trop mal, ce que nous montre même plutôt bien ce que nous montre le rapport sur l'emploi. Les salaires tiennent bon. Donc, la Fed a-t-elle à sa portée plus d'informations pour décider ou pas de baisser les taux, comme l'a fait la BCE, et on va en parler dans quelques instants. À ce stade, la réponse est plutôt non. Et donc, on se retrouve à nouveau un peu dans le brouillard de la dynamique américaine, où on ne sait pas trop si effectivement il faut plutôt regarder le côté ralentissant comme plutôt bien pour la Fed, qui va peut-être nous annoncer des choses bientôt, ou au contraire, est-ce que ces data, services plus emploi, vont au contraire pousser la Fed, et ce sera mercredi prochain lors de sa réunion, à adopter un ton, le fameux higher for longer. En gros, on va persévérer dans le message que les taux doivent rester hauts plus longtemps parce que nous n'avons pas encore la conviction que l'environnement permet le retour sûr et de manière sur une bonne trajectoire, le retour de l'inflation vers le 2%. Donc, beaucoup d'incertitudes par rapport à cette réunion la semaine prochaine. Il est possible qu'on ait un ton plutôt faucon de la Fed. Et on aura juste avant, n'oubliez pas non plus, on en parle tout à l'heure, l'inflation. On aura les prochains chiffres d'inflation. Ce sera juste avant la réunion de la Fed mercredi. Et donc, ce sera à nouveau un baromètre. Est-ce que l'inflation, ce sera l'inflation CPI, donc un CPI, qui sera, donc IPC en français, qui sera communiqué la semaine prochaine, juste avant la décision de la Fed. Donc on verra également si sur l'inflation il y a des progrès ou pas. Si évidemment sur l'inflation il n'y a pas de progrès avec un bon ISM et PMI Service et un bon rapport sur l'emploi et que l'inflation, notamment cœur, CPI cœur, ne ralentit pas plus, pourquoi la Fed changera de discours? Et c'est là qu'on en arrive maintenant à la Banque Centrale Européenne, avec cette décision effectivement de baisser les taux. Donc c'était attendu, on en a parlé souvent dans les podcasts, il y a peu de surprises par rapport à ça. On savait que les baisses de taux allaient arriver, c'était suffisamment annoncé par les membres de la BCE dans leurs différents discours. Donc on a bien eu une baisse de taux de 25 points de base, donc 0,25% sur les trois taux principaux. Taux de refinancement, taux de dépôt et facilité de prêt. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour l'activité en zone euro, pour soutenir un peu certains secteurs type immobilier ou autres. Mais ce dont on avait également, ce qu'on avait anticipé et qui s'est bien produit, c'est la question du communiqué qui a accompagné. On se disait, il est peu probable en revanche que la BCE baisse les taux, mais accompagne tout cela d'un communiqué plus d'une conférence de presse relativement accommodante. Parce que on se souvient que les derniers chiffres d'inflation en zone euro publiés, l'inflation sous-jacente, elle est ressortie à 2,9%, en rebond par rapport au mois précédent qui était à 2,7%. Et on rappelle que l'objectif c'est 2%. Donc vous voyez qu'à 2,9%, on n'a pas non plus le confort nécessaire au sein de la BCE pour expliquer qu'on rentre dans un vrai cycle de baisse de taux de manière régulière, réunion par réunion, etc. Là non, on fait une baisse, on regarde un petit peu comment les prochaines données arrivent sur l'inflation, sur les salaires. Les salaires comptent beaucoup, on voit qu'au niveau de la BCE, c'est toujours un point d'attention à la progression des salaires en zone euro avant de pouvoir embrayer sur la baisse de taux suivante. Et le problème de ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, de ces données résilientes notamment, c'est que ça repousse les velléités de baisse de taux pour la Fed pour l'instant. Et donc, je pense que la BCE avait la capacité effectivement de baisser une fois les taux, mais il me semble que pour la deuxième baisse de taux, il faudra qu'elle attende des signaux plus clairs du côté de la Fed parce que
il va falloir que le marché obligataire s'ajuste aussi. Le risque, c'est quoi? C'est que si les taux américains, le 10 ans américain repart à la hausse, il sera probablement suivi par le 10 ans français ou le 10 ans allemand. Si vous, donc même si vous baissez 2 fois les taux, si la boussole, que sont les taux américains notamment, je ne parle pas des taux de la Fed, hein, juste des taux obligataires américains, si cette boussole repart vers le nord, difficile d'imaginer que les taux en zone euro, les taux longs, notamment le 10 ans et autres, repartent à la baisse de leur côté. Donc on a eu cette décision de la BCE, mais qui est à la fois une décision relativement équilibrée, plutôt bonne, parce qu'on avait vu que les indices d'activité en zone euro se redressaient pas mal ces derniers mois. Ces 5-6 derniers mois, il y avait un bon rebond des indices PMI, donc qui sont des indicateurs avancés d'activité. Ces indices PMI rebondissaient notamment parce que dans les enquêtes qui étaient faites auprès des entreprises, justement la question des baisses de taux servait un peu de stimuli. Ça servait c'était cité comme dans les enquêtes comme un facteur pour soutenir l'activité. Donc la BCE a satisfait, j'ai envie de dire, ces attentes-là qu'elle avait elle-même créées en parlant de ces baisses de taux à venir. Donc, d'un côté, c'est une bonne chose parce que ça permet quand même à la zone euro d'avoir, et certains secteurs, de bénéficier de petites détentes de conditions financières, sans pour autant que ce soit la porte ouverte à un gros assouplissement. Le bilan va continuer d'être réduit par la Banque Centrale Européenne. La BCE, et elle a raison de l'avoir fait, a rappelé que même si vous baissez de 25 points de base les taux, ce n'est pas accommodant pour autant. Vous restez restrictif dans votre politique monétaire, mais elle est simplement un peu moins restrictive. Je prends un cas très simple, le taux de refinancement par exemple, qui passe de 4,50 à 4,25. Ce taux de refinancement, il y a quelques années, proche de nous, donc était à 0%. Donc le resserrement express l'a amené de 4 à 4,5%. Si vous enlevez 0,25%, ça ne change pas la face du monde. Mais c'est toujours mieux, malgré tout, pour l'activité, pour les financements ou autres, d'avoir un taux un poil plus faible qu'un poil plus élevé, on est d'accord. Mais voilà, c'est un bon équilibre qu'a trouvé la Banque Centrale Européenne, je trouve, mais simplement, là, il va falloir maintenant qu'elle attende, je pense, probablement des signaux plus clairs du côté des États-Unis et du côté de la Fed, et donc probablement rien avant la fin de l'été. Et donc, s'il y a baisse de taux, une suivante, pour moi, ce ne sera pas avant septembre. Pour la BCE, je parle. Je ne vois pas de scénario de base où elle puisse en caler une deuxième au mois de juillet. Voilà donc pour la Banque Centrale Européenne. D'autres informations un petit peu marché également cette semaine. Alors, Banque centrale toujours, la Banque du Canada a procédé à sa baisse de taux. Ça y est, on était dans des zones de 5%, on a baissé les taux du côté du Canada de 25 points de base. Donc, parfois, on se dit, bah, tiens, le Canada, voisin des États-Unis, peut-être ça peut influencer les décisions. Alors oui, effectivement, le Canada a baissé de 25 points de base, mais les États-Unis, pour l'instant, ne sont pas empêtrés dans ces questions-là d'inflation qui progresse assez peu. À 25 points de base pour l'inflation, c'est des progrès assez anémiques. Pardon, excusez-moi, l'inflation sous-jacente, l'inflation PCE cœur qui est à 2,8% aux États-Unis depuis 3 mois consécutifs maintenant, c'est pas suffisant pour aiguiller la Fed dans son choix de baisser les taux. Donc le Canada l'a fait. Pour l'instant, la Fed ne le fait pas encore. Autre information récente, celle-ci, c'est une information Bloomberg qui a été publiée là ce matin. Apparemment, la Chine aurait arrêté d'acheter de l'or le mois dernier. Elle n'aurait pas procédé à des achats d'or, alors qu'on sait que c'est un gros thème qui a porté l'or à la hausse notamment, pas seulement, mais qui a quand même beaucoup porté les métaux et notamment l'or à la hausse. Les achats par les banques centrales d'or, et donc, d'après Bloomberg, la Chine n'aurait pas procédé à des achats d'or courant du mois de mai. Donc on se verra les mois suivants si ça reprend un petit peu, mais c'est quand même une information importante. On voit d'ailleurs que l'or, au moment où on se parle, sera plus de 3%. Il y a aussi un effet rapport sur l'emploi. Vous savez que l'once d'or, celle qui est pas mal tradée et surveillée, c'est l'once d'or libellée en dollars, et forcément, un gros rapport sur l'emploi, ça tend les taux, ça tend le dollar, et donc ça pèse aussi, en plus de cette information, ça pèse aussi sur le cours de l'or. Dernière information purement marché, celle-ci, c'est assez bluffant même, c'est Nvidia qui a franchi cette semaine le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle rejoint ainsi Apple et Microsoft. Elle est même passée cette semaine, Nvidia, devant Apple. Donc Nvidia est devenue cette semaine la deuxième plus grosse capitalisation boursière américaine derrière Microsoft. Donc c'est vraiment... c'est assez incroyable le parcours boursier de cette valeur qui écrase tout son passage, que ce soit les résultats et les capitalisations boursières, mais aussi qui forcément oblige à la réflexion sur les questions des valorisations, des multiples, est-ce qu'ils sont raisonnables ou pas, de la cherté du secteur des semi-conducteurs par rapport aux gros indices globalement, parce que ces valeurs de semi-conducteurs, on les retrouve aussi évidemment dans le Nasdaq, dans le SP500. Donc ça contribue forcément à la cherté de ces indices. Voilà, il y a quand même des... Est-ce qu'on est à l'aise avec ces valorisations-là, sachant que les entreprises comme Microsoft, par exemple, elles, ont des niveaux de diversification qui sont très élevés, plein d'activités différentes. Nvidia, même si c'est un peu plus diversifié qu'à une époque, il y a quand même une
archidépendance à un thème spécifique qu'est l'intelligence artificielle. Comme à une époque, c'était la dépendance au gaming et à une autre époque, la dépendance au secteur, à tout ce qui est crypto et minage de crypto, par exemple. Donc, il y a toujours un peu d'interrogation comme ça sur la diversification de NVIDIA, contrairement à des boîtes comme Microsoft ou même Apple. C'est des choses qu'on peut quand même comparer en termes de dynamique. Voilà pour ce rappel donc, de cette semaine. La semaine prochaine, donc rapidement, ce qui nous attend, donc le début de semaine va être très calme. On va surveiller la confiance des investisseurs en zone euro lundi, mais sur une journée calme lundi, normalement, ça peut bouger sur les marchés, mais il y a peu de statistiques lundi. Mardi, on aura une adjudication du Trésor américain sur une échéance à 10 ans. C'est important à surveiller parce qu'on a vu un rebond des taux cette semaine et donc on va surveiller de quelle manière se passent les adjudications. Est-ce que la demande est toujours au rendez-vous? À quel taux, etc. Ça, c'est un élément qui sera important à surveiller. On aura également mardi un indice de confiance des petites entreprises aux États-Unis. C'est l'indice NFIB qu'il faut toujours surveiller, mais voilà, ce n'est pas des très très grosses statistiques. La vraie grosse journée, ce sera mercredi avec l'inflation, les chiffres d'inflation CPI aux États-Unis qui précéderont de quelques heures la réunion de la Fed à 20h, la décision de la Fed à 20h, le communiqué sera à 20h, conférence de presse de Jérôme Powell à 20h30, donc très grosse journée mercredi pour les marchés et pour la politique monétaire en général. Juste avant cela, le mercredi, on aura quand même des chiffres sur la Chine également, sur les prix à la production et des chiffres d'inflation. Alors, ce qui est intéressant en Chine, c'est pas tellement est-ce qu'il y a une pression inflationniste ou pas. C'était même plutôt l'inverse. Ces derniers temps, ces derniers mois, quand la Chine avait été un peu ralentie, notamment en fin d'année dernière, on était même passé sur de la déflation en Chine. La plus forte déflation d'ailleurs qu'on n'avait pas observée depuis quasiment 20 ans. Donc ce qui nous intéresse désormais, c'est si l'inflation repart un petit peu en Chine, c'est plutôt un élément positif dans le sens où ça peut être un signe que la demande intérieure se renforce un petit peu. Donc c'est ce genre de relation qu'on fait. Absolument pas d'inquiétude sur le niveau d'inflation en tant que tel. Il n'y a plus de sujet inflation, il n'y a même quasiment jamais eu d'inflation en Chine. Là, c'est plutôt par rapport aux consommateurs qu'on surveille, à l'appétit des consommateurs, qu'on surveille l'inflation. Jeudi, on aura encore des chiffres sur les prix aux États-Unis, les prix à la production notamment. On aura notre adjudication du Trésor américain sur des échéances à 30 ans cette fois-ci, donc à surveiller également quand c'est du long terme comme ça. Et puis vendredi, décision de la Banque du Japon. On attendra des informations sur un éventuel mouvement de deuxième relèvement de taux. Il y en a déjà eu un, donc il y a quelques mois, de 0,10% qui correspondait au premier mouvement, enfin un peu de début de normalisation de la politique monétaire au Japon. On verra ce qu'il en est pour cette réunion, si on ouvre la porte à une autre hausse de taux, notamment ce qui permettrait peut-être aussi de limiter un petit peu les questions entourant le yen et cette glissade du yen qui était assez forte ces derniers mois. Puis on finira la semaine avec la confiance des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan aux États-Unis. Voilà pour ce récap. Très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.